Ça y est, vous l'avez fait. Vous l'avez enfin acheté. La grosse bagnole familiale, pratique, sécurisante. Une véritable forteresse sur roues. Vous vous imaginez déjà emmener les gamins à l'école, partir en week-end à la campagne le coffre plein à craquer ou descendre sur la Côte d'Azur pour les vacances avec toute la famille. Vous vous sentez comme un parent responsable, un chef de famille avisé. Vous vous sentez en sécurité. Et maintenant, je vais vous dire la vérité. Il est possible que vous veniez de garer devant chez vous, non pas une forteresse, mais un cheval de Troie. Magnifique, brillant, mais rempli jusqu'à la gueule de problèmes qui n'attendent que le bon moment pour déferler et saigner votre budget à blanc. Ça fait 15 ans que je baigne là-dedans. J'ai vu l'étincelle dans les yeux des acheteurs en concession. Et j'ai vu les larmes dans leurs yeux quand ils se tenaient devant le pont élévateur du garage, en regardant le devis pour la réparation. Les constructeurs ne vous vendent pas une voiture, ils vous vendent un rêve. Et en tout petit dans le contrat, il est écrit que dans 3 ans, ce rêve deviendra un cauchemar. Aujourd'hui, on va décortiquer 5 de ces cauchemars. 5 SUV familiaux ultra populaires qui semblent être le choix parfait, mais qui sont en réalité des bombes à retardement. On va commencer par la 5e place pour remonter jusqu'au champion absolu de la ruine des budgets familiaux. Et croyez-moi, quand on arrivera au numéro 1, vous allez être fou de rage. Parce que cette voiture, tout le monde vous l'a conseillée. Prêts à savoir sur quelle mine vous avez peut-être déjà posé le pied? Alors, contact et ça part. On commence en douceur avec la 5e place de notre liste. L'Opel Mokka ou son jumeau le Chevrolet Trax de première génération, produit de 2012 à 2019. C'est un petit SUV urbain, mignon, sympathique. On se dit, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Il est compact, économique et pas cher sur le marché de l'occasion. Et c'est précisément ça, le piège. Quand General Motors a conçu cette plateforme jumelle, ils se sont clairement inspirés des assiettes en carton. C'est joli, c'est pratique, tu utilises et tu jettes. Parce que réparer ça, ça coûte un bras. Le héros de notre tragédie, c'est le moteur 1,4 litre turbo. Un petit cauchemar vrombissant. Les ingénieurs, à force de courir après les normes écologiques et les jolis chiffres sur la brochure, ont créé un moteur qui se déteste lui-même. Son problème principal, c'est le système de ventilation du carter. Le clapet dans le couvre-culasse et le clapet champignon dans le collecteur d'admission sont des consommables, probablement fabriqués avec des bouteilles en plastique recyclées. Ils se fissurent, se déchirent et le moteur se met à bouffer de l'huile et à aspirer de l'air là où il ne faut pas. Vous vous dites peut-être qu'il suffit de changer le clapet et c'est réglé. Mais non. Sur la plupart des moteurs, ce champignon est vendu uniquement avec le collecteur d'admission complet et son prix frôle celui d'un rein. Si vous ignorez le problème, la pression commence à faire sauter tous les joints et votre moteur se transforme en geyser d'huile. Et la cerise sur ce gâteau de larmes et d'huile, c'est l'échangeur thermique. Il fuit. Pas « il peut fuir ». Non, il fuit. Sur près d'une voiture sur 2. Le liquide de refroidissement passe dans l'huile, l'huile dans le liquide de refroidissement. Ça donne une belle émulsion, la fameuse mayonnaise, qui achève le système de refroidissement et le moteur lui-même. Un de mes amis, un jeune père de famille, a acheté un Mokka comme ça. 6 mois plus tard, il m'appelle en panique. La voiture ne chauffe plus, le chauffage souffle froid et j'ai de la mayonnaise sous le bouchon d'huile. Verdict, remplacement de l'échangeur, rinçage complet du système et par précaution, remplacement du joint de culasse. Il a lâché près de 2000 € pour la réparation, la moitié du prix de sa bagnole. Voilà votre petit SUV urbain économique. Vous pensez qu'un échangeur qui fuit, c'est effrayant? Ce sont des jeux d'enfants comparés à la boîte de vitesse de notre prochain nominé. Une boîte que les ingénieurs ont dû concevoir un vendredi soir, juste avant de partir en vacances. En 4e position, nous avons le Ford Kuga de 2e génération, de 2012 à 2019. Ah, le Ford Kuga. Spacieux, confortable, avec un bon châssis. Une voiture de rêve, jusqu'à ce que vous rencontriez son talon d'Achille. Son nom, PowerShift. Ce robot à double embrayage était une solution de génie sur le papier. Des passages de vitesse rapides, des économies de carburant. Dans la réalité, surtout dans les bouchons parisiens, c'est une grenade dégoupillée. Le problème? Les embrayages à sec. Ils détestent les embouteillages. Ils détestent ramper lentement dans le trafic. Chaque fois que vous avancez de 2 mètres et que vous vous arrêtez, ils surchauffent, s'usent et se mettent à brouter, à vibrer. La voiture se transforme en kangourou épileptique. J'ai discuté avec un chauffeur de taxi qui, par erreur, avait acheté un Kuga en PowerShift. Il m'a raconté ça avec une douleur dans la voix. Les 60 000 premiers kilomètres, j'étais le plus heureux des hommes. Puis l'enfer a commencé. Elle broute au démarrage. Parfois, elle hésite entre la première et la seconde.
Et quand je fais une marche arrière en côte pour un client, ça pue comme si j'avais cramé l'embrayage de Satan en personne. Et ça ne se soigne pas. Remplacer les embrayages, ça coûte cher. Remplacer le module de commande de la boîte, c'est très cher. Les adaptations et les reprogrammations, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas tout. Si vous pensiez au Kuga Diesel, préparez-vous aux régénérations sans fin du filtre à particules, à un système d'injection capricieux et, en bonus, aux problèmes sur la transmission intégrale avec la pompe du coupleur Haldex qui lâche souvent. Le Kuga, c'est l'exemple parfait de la bagnole à acheter neuve, à garder le temps de la garantie et à fuir ensuite comme la peste. En l'achetant d'occasion, vous n'achetez pas une voiture familiale, mais un abonnement premium chez votre garagiste. Passons à la troisième place, et c'est le Range Rover Evoque de première génération, produit de 2011 à 2018. Ah, le voilà. Le Britannique de luxe, l'icône du style, le rêve de toutes les Instagrammeuses et de tous les hipsters de la capitale. Vous ne l'achetez pas comme une voiture, vous l'achetez comme un accessoire de mode, comme un sac à main de luxe. Et comme pour un sac de luxe, vous payez pour la marque, pas pour la qualité. Beaucoup vont protester, mais il est tellement beau. C'est justement là-dessus qu'il compte. Il compte sur le fait que vous allez tomber amoureux de son design et fermer les yeux sur tout le reste. À tort. Parce que sous cette carrosserie rutilante se cache un chaos technique. L'électronique dans un Evoque, elle a sa propre vie. C'est une aristocrate anglaise capricieuse. Aujourd'hui, elle fonctionne. Demain, elle a la migraine. Le système multimédia peut se figer complètement. Les caméras à 360 degrés peuvent vous montrer la neige de l'hiver dernier. Et l'accès sans clé peut tout simplement décider de ne plus vous reconnaître au pire moment. Le prix de la réparation. C'est plus simple d'acheter une Dacia neuve avec la monnaie. Parlons des moteurs maintenant. Les premières versions avec le diesel 2,2 litres de chez Ford et Peugeot étaient encore à peu près potables. Mais ensuite sont arrivés les moteurs innovants Ingenium. Et les larmes ont commencé à couler. Des problèmes avec la chaîne de distribution qui peut sauter à des kilométrages ridicules. Des problèmes de turbo, des problèmes de filtres à particules. Un de mes clients, propriétaire d'un centre de detailing, s'était acheté un Evoque de 3 ans. Il l'avait bichonné, lui avait posé une céramique, il en était fier. 1 an plus tard, il est arrivé chez moi sur une dépanneuse. Moteur cassé, diagnostic, chaîne de distribution décalée. Le devis chez le concessionnaire, le prix d'une voiture neuve. Il l'a vendue pour pièces et a fait un signe de croix. Et la suspension, elle est raide et chère à réparer. Et la boîte auto ZF à 9 rapports? Sur le papier, une merveille. Dans la vie, elle donne des à-coups, elle hésite et elle a sa propre logique. L'Evoque, c'est une voiture pour ceux qui ont une deuxième voiture fiable. Une Toyota, par exemple. Acheter un Evoque d'occasion, c'est jouer à la roulette russe. Sauf que dans le barillet, il y a plus d'une balle. À la deuxième place de notre anti-classement se trouve un véritable roi des ventes et le chouchou des familles, le Nissan Qashqai de 2e génération, carrosserie J11, produit de 2013 à 2021. On dirait qu'il y a cette voiture à tous les coins de rue. Et c'est ça, la plus grande des tragédies. Parce que sous le masque du japonais fiable se cache un cocktail de problèmes bien européens. Oubliez les vieux Nissan indestructibles. Ce Qashqai, c'est un enfant de l'alliance Renault-Nissan. Et il n'a pas seulement pris le design de chez Renault, mais aussi les pires idées d'ingénierie. Prenons le moteur 1,2 litre DGT. Ce petit moteur turbo devait remplacer les moteurs atmosphériques. Il a seulement remplacé votre argent par des maux de tête. Sa maladie principale, c'est qu'il boit plus d'huile qu'un poivreau ne boit de Ricard. La chaîne de distribution se détend plus vite qu'un élastique de slip. Et des pistons qui se fissurent. Oui, vous avez bien entendu. Des pistons qui se fissurent. Sur un SUV familial. Et le variateur, la boîte CVT, c'est tout un poème. Sur le papier, c'est une transmission douce et économique. Dans la vraie vie, c'est un élastique qui hurle à la mort au moindre démarrage un peu franc et qui déteste passer les 100 000 km. La réparation? Oubliez. C'est un remplacement complet. Le prix? L'équivalent d'un apport pour un crédit immobilier. Les mécanos, quand ils entendent Qashqai et variateur dans la même phrase, ils commencent à prier en silence. J'ai eu le cas une fois. Une dame arrive. Ça fait du bruit et ça n'avance plus. Je prends le volant, un grand classique. La voiture hurle, le compte-tour est dans le rouge, mais la vitesse ne monte pas. Verdict, remplacement du variateur. Elle s'est mise à pleurer. Elle venait de finir de payer son crédit. Même le diesel 1,5 litre, réputé fiable, arrive à poser des problèmes d'injection sur le Qashqai. Et je ne vous parle même pas des plastiques qui grincent comme un vieux sommier, de la suspension en chewing-gum et du multimédia qui rame constamment. Le Qashqai est un monument érigé à la gloire de comment on peut prendre une bonne idée et la ruiner par l'avarice et une mauvaise ingénierie. Et le voilà.
notre grand gagnant. Le véhicule qui symbolise la plus grande trahison mécanique du XXIe siècle. À la première place, le Volkswagen Tiguan de première génération d'avant 2011 avec le moteur 1,4 litre TSI Twin Charger de 150 chevaux. Souvenez-vous, les journalistes en chantaient les louanges. Moteur de l'année, 2 fois de suite. La puissance d'un V6, la consommation d'un scooter. On le voyait partout. Un turbo plus un compresseur, la technologie du futur. Le futur est arrivé très vite, et il a été terrifiant. Ce moteur, c'est un Frankenstein mécanique. Trop complexe, trop sollicité, trop fragile. Son problème numéro 1, les pistons. Ils ne tenaient tout simplement pas la charge. Les segments trop fins se calaminaient, les jupes de pistons se désintégraient. Ça commençait par une consommation d'huile délirante et ça finissait avec un piston percé. Moteur à la poubelle. Ce n'était pas un hasard, c'était une épidémie. Les forums étaient inondés d'appels à l'aide. 60 000 km, le moteur a claqué. 80 000 km, consommation d'huile d'1 litre au 1000. Et les concessionnaires, ils levaient les bras au ciel. Ce n'est pas couvert par la garantie, vous avez mis du mauvais carburant. J'ai parlé à un motoriste qui en a refait des dizaines. Il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Volkswagen a créé un moteur qui s'autodétruit. Ils ont voulu le beurre et l'argent du beurre. Ils ont eu une tartine de merde. Et ce n'est pas tout. La chaîne de distribution qui pouvait sauter à n'importe quel moment. La pompe à eau qui fuyait en permanence. La pompe à injection haute pression capricieuse. Acheter un Tiguan d'occasion avec ce moteur, ce n'est pas acheter une voiture. C'est acheter un ticket de loto sans aucun numéro gagnant. C'était un coup de poignard dans le dos de la part d'une marque en qui les gens avaient confiance. Le symbole de comment la course aux chiffres marketing et aux récompenses peut enterrer le bon sens et la fiabilité. Et c'est précisément pour ça que le Tiguan 1,4 litre Twin Charger est la bombe numéro 1 incontestable de notre liste. Les voilà. 5 bagnoles qui ont l'air d'un rêve mais qui sont en réalité un cauchemar. Opel, Ford, Range Rover, Nissan, Volkswagen. Ce n'est pas le problème d'une seule marque, c'est le problème de toute l'industrie. On nous vend de la complexité emballée dans un joli design. On nous vend des technologies jetables au prix de valeurs sûres. Mais maintenant, vous êtes au courant. Vous êtes armé. Quand votre voisin frimera avec son Evoque tout brillant, vous n'allez pas être jaloux. Vous allez avoir de la peine pour lui. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui cherchent à acheter un SUV familial. Vous sauverez peut-être un compte en banque du désastre. Racontez-moi dans les commentaires votre propre histoire, avec laquelle de ces purges vous vous êtes battu. Rassemblons ici toute la vérité qu'on nous cache. Abonnez-vous à Zéro Gaz, plein de jazz. Et dans la prochaine vidéo, on fait l'inverse. Je vous donne 5 vieilles berlines, ennuyeuses comme un dimanche à la messe, mais absolument increvables, que vous pouvez acheter pour une bouchée de pain et qui vous feront 500 000 km sans jamais tomber en panne. Ne manquez pas ça. Ça va être du baume au cœur. À très vite. Et n'oubliez pas, tout ce qui brille n'est pas d'or. Surtout sur le parking d'un concessionnaire.